engagement communautaire, contribution caritative et activisme religieux en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. Ici, c'est important de souligner que c'est vraiment un livre sociologique. C'est-à-dire que c'est un livre qui parle de ce qui se passe dans la société sans émettre de jugement sur une base morale ou religieuse. Il s'agit vraiment de comprendre ce qui se fait. On est donc dans la sociologie, pas dans les sciences islamiques. Et c'est important de séparer ces choses, surtout dans le cadre français, où les choses sont classées vraiment par discipline. À l'université, par exemple, ce livre est recevable et me permet de le présenter dans des milieux très divers, parce que quelqu'un qui le lit ne saurait même pas à la fin si je suis musulman ou athée. Parce qu'il ne s'agit que de faits, avec des conclusions analytiques. On a aussi du travail à faire dans ce qu'on appelle études islamiques, sciences islamiques, certains le disent islamologie, mais c'est surtout à l'université, où on est dans un registre plus normatif. Et parfois, on a un peu de confusion entre les deux. L'analytique et le normatif. L'analytique, c'est comprendre la société comme elle est. Le normatif, c'est dire comment doit être la société. Ici, quand je parle de l'action sociale musulmane, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se fait entre les années 2005 jusqu'à 2023. Ça ne veut pas dire que ce qui se fait ici est un exemple. Il y a des très bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. Mais une première étape, c'est d'analyser tout ça, de décrire comme c'est. Si on aime ou si on n'aime pas, c'est la même chose. Mais une deuxième contribution qu'on essaye de faire, Inch'Allah, c'est ensuite de réfléchir sur ce que l'islam l'enseigne par rapport à la mise en œuvre de ces règles dans la société afin d'améliorer les dispositifs. Et encore une fois, ici, il s'agit de la différence entre action sociale des musulmans et action sociale islamique qui est basée sur des principes de l'islam. C'est deux choses différentes encore. Par rapport à ça, oui, Abdelmalik, tout à l'heure, tu as mentionné mes voyages. C'est justement une étape importante pour la démarche en sociologie. C'est d'aller sur le terrain et de voir ce qu'il en est avant d'avoir un avis. Et aujourd'hui, on est dans une époque où c'est fondamental. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de croyances erronées. Et les croyances erronées, nous, quand je dis nous, c'est le groupe ici, on peut les avoir sur la Colombie, si on ne connaît pas. On peut imaginer des choses. Mais des personnes d'autres villes, ils vont l'avoir sur la Busrine. Si vous leur dites, je suis à la Busrine à 21h, ils vont dire, ah, mais tu ne peux pas marcher ici, tu vas te faire agresser. C'est des croyances que les gens les ont. Beaucoup de gens en France ont cette croyance. Sur la Busrine ou Félix Platt, où vous voulez, peu importe. Quand on vit quelque part, on voit bien que les croyances sont différentes de ce qui se dit. Et l'enjeu ici, c'est pour faire ces études de compréhension, on a besoin d'aller sur place, de rencontrer les gens, de s'entretenir et d'observer. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps comme travail sociologiquement. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de voyager avant de parler. Je ne parle pas d'un pays où je n'ai pas été. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'après, on est dans le registre des rumeurs, et si on le fait mal, en tant que croyant, c'est très dangereux pour nous aussi. Parce que ça devient un mensonge. Parfois, il y a des effets catastrophiques. Donc là, on est vraiment dans cette démarche de compréhension de la réalité. Et ensuite, parallèlement, on a la démarche de comprendre qu'est-ce que l'islam enseigne. En étudiant le Coran, la Sunna, le fiqh, usul al-fiqh, etc. On a deux choses différentes qu'on fait en parallèle. À la fin, si on arrive à mettre les deux, c'est le but qu'on veut avoir pour développer une compréhension du fiqh qui est applicable à nos contextes et qui correspond à notre contexte. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi qu'une partie du fiqh implique la connaissance de la société. Sans connaissance de la société, on ne peut pas émettre de rêve de fiqh sur certains aspects qui concernent le mu'amalat. Et ici, on est dans cette réflexion où, en parlant d'action sociale, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres thématiques, qu'est-ce qu'on fait des normes de l'islam qu'on apprend dans une madrasa, par exemple? Comment est-ce qu'on donne sens et comment on fait que ça s'applique dans un territoire donné? C'est extrêmement important. Et malheureusement, si je pense qu'on est d'accord avec Abdelmalik, on a discuté,
si on observe ce qui s'est fait, je ne parle pas de Marseille parce que je n'ai pas vécu longtemps ici pour avoir une opinion de Marseille, mais si je regarde ce qui s'est fait ailleurs en France, notamment en région parisienne, on a souvent développé, sans le vouloir, une religiosité un peu schizophrène chez beaucoup de gens, où d'un côté il y a la mosquée et ce qu'enseigne l'islam, puis de l'autre côté il y a la rue et ce qui se passe dans la famille, puis entre les deux, c'est comme deux réalités différentes qu'on n'arrive pas à mettre ensemble. Et cet effort intellectuel, ça sert justement à répondre à cette tendance, où on veut vraiment avoir une connaissance des faits sociaux comme ils sont, ici ou ailleurs, avoir aussi une connaissance de l'islam, des sources, des textes de l'islam, et comprendre comment ces textes, qu'est-ce que ces textes ont à voir dans notre vie, et dernière étape, mettre en œuvre cela. Tout à l'heure, pour ceux et celles qui étaient à Salat al-Isha, il y avait la récitation de versets de Surat al-Isra, qui sont très clairs pour quelqu'un qui a un niveau d'arabe intermédiaire. C'est parlant, ça nous parle, ça édicte des règles de conduite. Et normalement, l'effet du Coran dans notre vie, dans notre réflexion, quand on écoute des versets et qu'on retourne chez soi, si on a inclinaison à faire quelque chose qui n'est pas correct, que le Coran nous a rappelé de ne pas le faire, ça nous aide à résister, parce que c'est un rappel. Et ce rappel n'est pas théorique, il doit être concret dans nos vies, parce que les versets qui ont été cités, ça s'applique à notre vie à tous, tout à l'heure. Par contre, parfois, on a un peu déconnecté l'enseignement islamique de nos réalités. Par exemple, l'un des versets parlait de gaspillage. Et le même verset qui parle de gaspillage parle de la charité, le fait d'aider les proches et les autres personnes pauvres, qui ne sont pas forcément des proches. Le même verset parle des deux, et certains commentateurs du Coran expliquent que si les deux éléments sont dans le même verset, ce n'est pas du hasard, rien n'est par hasard dans le Coran, c'est parce que celui qui gaspille trop, il ne va pas aider autour de lui, il aura tout gaspillé. Et le gaspillage, quelque chose de proscrit dans le Coran. Pourquoi? Entre autres pour aider les nécessiteux. En retournant dans nos familles, malheureusement pour une partie d'entre nous, on oublie cela. Et on n'en parle pas. Donc ça entretient une sorte de différence entre d'un côté le Coran auquel on croit tous et notre application dans la vie. Et c'est pour ça qu'on a cet effort d'essayer de mettre ces différents éléments ensemble dans notre vie pour finalement identifier des normes de l'islam qui montrent quelles sont les pratiques concrètes, comment on doit vivre en tant que bon musulman. Une fois qu'on a compris ça, ensuite on essaie de le mettre en application. Donc ici, pour revenir à cet ouvrage, ce livre, il reste au niveau de la description et de l'analyse de ce qui se passe. À la fin, il ne dit pas qu'est-ce qu'on doit faire, parce que ça c'est notre étape plus théologique qu'on ne peut pas se permettre de faire dans un cadre universitaire, académique, sociologique. Sinon, ce n'est pas recevable. Mais cette première étape sert vraiment de réflexion un peu historique, mais surtout sociologique, sur ce qui se passe par rapport à la mise en œuvre de l'action sociale dans différents pays d'Europe de l'Ouest au nom de l'islam. Donc, dans un premier temps, j'essaie de parler de la genèse, de l'histoire, comment ça s'est développé. C'est très intéressant, puis on l'oublie très vite parce que chacun d'entre nous, on est prisonnier, si on peut me permettre l'expression, d'un contexte. On vit, à l'époque actuelle, 2023, on vit dans une ville précise, et pour nous c'est la réalité. On oublie qu'il y a 15 ans, c'était pas comme ça. Les gens ne pensaient pas pareillement. Et dans 10 ans non plus, Inch'Allah. Et dans un autre pays, dans une autre ville, c'est pas non plus la même réalité. Donc cette mise en contexte est élémentaire pour comprendre l'évolution du phénomène. Pourquoi c'est intéressant dans le cadre de l'action sociale musulmane? Parce que maintenant, si on va à la gare Saint-Charles ici, ou ailleurs à Marseille, c'est facile de trouver des associations, en tout cas quelques fois dans la semaine, qui vont aider les sans-abri, qui vont distribuer des sandwichs. Si on voit qui c'est qui travaille dans ces associations, la grande majorité des cas que je présente, c'est des musulmans. Là, par exemple, l'exemple de l'association Ahsa, qui peut être considérée ici comme un cas d'action sociale musulmane.
Si on demande pourquoi vous faites ça, c'est bien sûr, enfin, pourquoi demander? Ça va de soi. On est musulman, on veut le bien à notre prochain, il y a des gens qui sont dans la misère, c'est une obligation de les aider. À Paris aussi, on a beaucoup de dizaines d'associations qui sont actives là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en remontant un peu, bon, assez loin quand même, en 2005, 2006, 2007, c'est des cas qui n'existaient pas en région parisienne. Et les premiers cas qui ont commencé à s'organiser pour distribuer des sandwichs à des sans-abri, c'était des initiatives autonomes qui ne sont pas venues des mosquées à cette époque, mais qui sont venus de groupes qui allaient prier dans une mosquée. Par exemple, 2 ou 3 jeunes, ils se sont rassemblés et ils se sont dit, ben, l'islam, il nous demande quand même d'être actifs socialement, d'aider les pauvres, donc on va s'organiser pour distribuer des repas à l'extérieur. Quand ils faisaient ça, les premiers en 2008, 2009, à Saint-Denis, à Stein ou dans d'autres communes, je vous assure que beaucoup de mosquées ou même de personnes musulmanes qui voyaient ça et ne comprenaient pas bien, ils disaient mais pourquoi ils font ça? Ça n'allait pas de soi. Aujourd'hui, si on va en région parisienne, on va, je ne sais pas, à Saint-Denis, tout le monde dans les quartiers populaires sait que les associations musulmanes aident les pauvres. Si on dit pourquoi ils font ça, on croit que ça a toujours existé. On pense, mais c'est logique. Dans l'islam, il y a l'action caritative, et les musulmans le font. Mais on remonte à 20 ans, c'était quelque chose qui n'allait pas de soi. Il y a 20 ans, beaucoup de gens ils disaient, mais la mosquée, c'est pas pour ça, c'est pour prier. C'est pas pour distribuer des sandwichs. Et puis ces sans-abri, là, c'est pas le public qui vient à la mosquée. Pourquoi on va les aider? Il y avait des discours comme ça. Comme quoi les mentalités changent rapidement. Et le travail historique qui permet aussi de se rappeler qu'il y a une évolution et qui dépend énormément de l'endroit, bien sûr. De la commune, du pays, etc. Ensuite, donc, ce soir, je n'ai pas le temps, malheureusement, bien sûr, de parler de tout le livre. Donc, je fais des sauts sur certains aspects qui me semblent intéressants. Ensuite, après avoir parlé de l'histoire qui remonte un peu à la genèse de l'activisme, entre guillemets, musulman en France, où dans les années 90-2000, on avait, en tout cas pour Paris, 3 grands pôles. On avait d'un côté le salafisme, enfin qui est venu plus tard, mais d'abord on avait les frères musulmans et les structures plus ou moins influencées idéologiquement par les frères musulmans. En même temps, on avait Jamaat Tabligh, qui faisait de la prédication, da'wah, et un peu plus tard, on a eu le salafisme qui s'est développé. Et au début des années 2000, en région parisienne, il y avait les 3 tendances qui cohabitaient avec quelques autres groupes musulmans, comme Adam al-Ihsan du Maroc, qui est PSM ici. On avait les Ahbash aussi, qui existent toujours. Et quelques petits groupes minoritaires. Mais en gros, c'était ces 3 gros pôles avec plusieurs petites organisations. Un jeune à cette époque qui voulait commencer à s'intéresser à l'islam, il n'avait pas beaucoup de choix. Il allait sûrement s'orienter vers un de ces groupes. Ça, c'était les débuts des années 2000 jusqu'à 2010. À cette époque, l'action sociale, c'était même pas quelque chose de développé, à part dans les milieux proches, plus ou moins proches idéologiquement des frères musulmans. Tabligh, pas d'action sociale, parce que tout reposait sur la da'wah. Après, il y a eu des effets indirects de la da'wah Tabligh dans le social, parce que beaucoup de jeunes qui étaient dans la criminalité ou qui étaient même toxicomanes ou alcooliques, qui sont sortis de leur état en suivant le Tabligh. Donc c'est un fait qui est aussi historiquement documenté. Idem pour le salafisme un peu plus tard. Après, à ce niveau-là, je ne parle pas encore d'action sociale organisée, à part pour un peu JMF, Jeunes musulmans de France, étudiants musulmans de France, qui avaient des activités caritatives, mais pas directement. Ensuite, il y a vraiment ce tournant pour moi, en parlant d'histoire, hein, l'histoire récente, qui est venue vers les années 2000, pour parler de la France seulement, les années 2008, 2009, 2010, où en région parisienne, on est passé de 3-4 cas d'associations caritatives musulmanes à des dizaines ou des centaines. Aujourd'hui, c'est très dur de les compter parce qu'il y en a qui naissent et il y en a qui disparaissent. Mais il y a un phénomène qui n'existait pas quelques années plus tôt et qui est inédit aussi sur le plan théologique et sur le plan de l'organisation. Parce que ces nouvelles associations musulmanes qui ont été lancées par des jeunes,
elles n'appartiennent ni au salafisme, ni au Ikhwan, ni au Tablier, ni au Ahbash, ni au Adel Hassan, etc. Elles ont émané d'initiatives individuelles, de personnes qui pratiquent l'islam et qui se sont dit on a besoin d'agir socialement. Et ici, dans cet ouvrage, j'ai cité une série de cas en France. On ne peut pas leur coller une étiquette théologique particulière, à part de dire qu'elles sont sunnites. Mais à part ça, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont salafis ou ikhwan, ou peu importe, parce qu'elles regroupent des personnes qui sont engagées, pas sur le nom d'une spécificité doctrinale musulmane, mais sur le nom de l'islam au sens large, et surtout de devoir de mettre en pratique l'islam dans la société. Donc c'est vraiment un tournant, et l'ouvrage ici, enfin ce livre, va mettre l'accent sur tous ces cas d'action sociale musulmane très récents, donc depuis une quinzaine d'années, qui sont en grande majorité pas identifiables, on ne peut pas les situer dans les grands courants idéologiques musulmans qu'on avait avant. Et c'est un fait qui est très ignoré, y compris en France dans les universités, parce qu'on est toujours en train de parler des années 90 qui étaient différentes. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de critiques qui mentionnent, pour eux, c'est un problème, entre guillemets, l'action sociale musulmane, en les rapportant à des dynamiques de frères musulmans ou autres. Ce qui n'est sociologiquement pas du tout le cas. On n'a pas le temps de revenir sur chaque cas, mais j'ai développé chaque fois des chapitres sur des associations, avec les noms authentiques de ces associations, en parlant de la genèse, de ce qu'ils font et de qui ils dépendent. Et on voit bien à la fin qu'en fait, il s'agit d'un engagement local par des musulmans, la plupart du temps, qui ont grandi ici. Certains ont grandi à l'étranger, mais ils sont venus ici il y a un nombre d'années, et qui sont indépendantes, autonomes, y compris dans les financements. Les financements émanent de dons, de muhsinin, de personnes qui veulent contribuer tout simplement. Ça, c'est quelque chose d'important de partir sur une étude de cas concrète, finalement, pour montrer les preuves. Parce que si on parle sans cas, sans citer les cas, on peut nous reprocher d'être dans le faux, finalement d'être dans le rêve, l'imagination. Donc c'est un premier point. Après la partie historique, il y a la partie étude de cas dans l'ouvrage, qui est longue, parce qu'il s'agit de montrer les associations musulmanes en France, mais aussi en Angleterre et en Suisse. Et la troisième partie va prendre des aspects plus problématiques, liés aux pratiques. Première grande question que les gens se posent, surtout les non-musulmans, est-ce que ces associations vont aider seulement des musulmans ou est-ce qu'elles aident tout le monde? Un grand point théorique finalement. Donc j'ai un chapitre là-dessus. Et le terrain montre également que la très grande majorité de ces associations aident tout le monde. Les bénéficiaires des prestations offertes sont autant des non-musulmans que des musulmans. Ensuite, ça dépend d'où elles travaillent. Si elles travaillent à la Busrine, par exemple, on s'imagine qu'une majorité va être musulman. Et si elles travaillent au centre-ville de Limoges, on s'imagine que les sans-abri qui vont recevoir des repas vont être surtout des personnes qui ne sont pas musulmanes. Donc ici, il n'y a pas de discrimination basée sur l'ethnie, sur la religion ou autre. Sauf, bien évidemment, enfin je dis bien évidemment, c'est une question controversée, mais pour la distribution de zakat ou le mal, on sait que l'interprétation majoritaire qui est enseignée dans les mosquées aujourd'hui, c'est qu'elle est destinée aux musulmans. Après, il y a des nuances, mais on n'a pas le temps de parler de l'aspect théologique. Donc, à part pour la zakat ou le mal, qui ne concerne pas beaucoup ces associations, les prestations caritatives, elles concernent tout le monde, y compris le soutien scolaire. En Suisse, à Lausanne, il y a une mosquée qui fait du soutien scolaire. Il y a des enfants d'origine portugaise qui viennent pour faire des maths. Personne ne leur parle d'islam. Donc c'est vraiment un engagement caritatif qui existe et qui n'est pas reconnu parce que quand je présente ce travail à des publics non musulmans, c'est la première question qui vient. Et ils sont sûrs, beaucoup de personnes sont sûres que c'est que pour les musulmans. Et en réalité, non. Sociologiquement, elles bénéficient à la société dans son entier, finalement. Peu importe si la personne est musulmane ou pas, elle a besoin d'aide, on lui donne l'aide. Après, on peut réfléchir au niveau théologique aussi, c'est très intéressant de le mettre en évidence.
Mais là, on est vraiment sur une observation de terrain sociologique. Après, il y a un autre point très controversé, qui est la question de la da'wa. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce terme, ils vont dire prosélytisme, ou la prédication religieuse. La grande question, c'est est-ce que ces associations aident les gens pour les aider, ou est-ce qu'elles aident les gens pour qu'ils deviennent musulmans? Très grande question qu'on entend toujours réciter quand on se déplace et qu'on présente ce sujet. Ici aussi, on voit dans la réalité, sur le terrain, qu'il n'y a pas de dynamique de prosélytisme qui accompagne ces distributions de repas ou soutien scolaire dans la très grande majorité des cas européens, en parlant de toute l'Europe de l'Ouest. Même quand les associations font des services religieux ou des services de da'wa ou de prédication, en général, la même association peut faire les deux, mais elle diversifie les activités. D'un côté, il y a un pôle social, d'un autre côté, il y a un pôle religieux. Et ici, on voit que aussi les critiques qui sont adressées ne tiennent pas sur l'étude de terrain, si ce n'est bien sûr que beaucoup sont conscients qu'en faisant du khayr, en aidant les gens, elles auront tendance à donner une bonne image de l'islam. Donc il y a un effet bien sûr indirect, mais qui n'est pas sur lequel on ne peut pas résumer les motivations de ces personnes. Et c'est très important de mettre en évidence, surtout à cette époque où, quand on écoute certains discours politiques, on peut en revenir plus tard, il y a une suspicion qui est mise sur ces collectifs aujourd'hui qui est très forte. Si on écoute la télévision, vous avez certains politiciens, on ne peut peut-être pas nommer forcément, qui vont dire que ces entités sont engagées dans une certaine forme de séparatisme ou d'islamisation de la société. Il y aurait un complot derrière. Ce n'est même pas les politiciens qui ont imaginé ces scènes, ils ont repris des travaux de chercheurs qui ne sont pas honnêtes. Certains chercheurs à l'université ont écrit des ouvrages sans aucune preuve sociologique ou sans aucune donnée de France, en extrapolant ce qu'ils ont observé il y a 30 ans au Liban ou en Égypte, et en disant, ben, en France c'est pareil, c'est les Ikhwan, frères musulmans, ils utilisent l'action sociale pour étendre leur contrôle sur la société et contrôleraient tous les quartiers ici. C'est des croyances complotistes qui ne sont pas avérées quand on connaît le terrain. Mais ça aussi, c'était important de le mettre en évidence sur la base de preuves. Malheureusement, beaucoup n'ont pas l'honnêteté de débattre. Ils restent dans leur groupe où ils sont en train de transmettre ce genre de fake news pour ensuite influencer certaines politiques. Un autre aspect aussi que j'ai voulu, qui est beaucoup plus compliqué, que j'ai voulu analyser, c'est celui de l'impact. Parce qu'il y a deux tensions. D'un côté, on peut penser le caritatif comme une réponse à des besoins urgents. Ça veut dire quoi? Par exemple, aider un pauvre à manger. Donner des repas à des personnes précaires. Là, on est dans le côté caritatif. Certains vont dire que ce n'est pas une solution parce qu'il faut penser à long terme. Plutôt qu'aider la personne à manger ce soir, il faudrait plutôt l'aider à trouver du travail. Et là, on est plus dans l'idée de développement. Donc il y a cette tension entre caritatif et développement à réfléchir, à creuser. Pour l'instant, dans la plupart des interventions d'associations musulmanes en Europe, on est encore dans le domaine caritatif à court terme. Souvent, on travaille dans l'urgence et il n'y a pas beaucoup de projets de développement à long terme qui ont été réfléchis. Et on peut également se poser la question ici, par rapport à cette question, sur le lien entre action sociale et action politique. Il y a 2 semaines, je suis intervenu à Radio France Maghreb. On m'a demandé là-bas, mais pourquoi vous parlez de 20 ans de travail social au nom de l'islam, mais il n'y a rien qui s'est fait politiquement. Donc ça, c'est aussi une question intéressante. On répond aussi à cela par le fait que, en tant que croyant, c'est plus naturel ou inné de commencer à répondre à des situations d'urgence sociale. Parce que tout le monde a intériorisé en tant que musulman la nécessité d'agir pour les autres, pour le bien des autres. Donc quand on connaît la misère que peuvent traverser certaines personnes, c'est inné et facile de mettre en œuvre certains projets. L'action politique, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus à long terme, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été très développée, surtout en France. En Angleterre, un peu plus, bien sûr. Finalement,
je vois qu'on arrive déjà, je ne sais pas, de parler 30-40 minutes. Finalement, un point important par rapport à cela, on revient un peu au début, c'est que quand on parle d'action sociale musulmane, le titre en soi il est un peu dérangeant pour certains à deux niveaux. Parce que tout d'abord, le fait d'appeler une association musulmane, c'est pas quelque chose d'ancré c'est pas essentiel, c'est pas quelque chose qui va de soi. Ça dépend énormément du contexte et du positionnement. Et en suivant certaines structures, on voit que certaines années, elles décidaient de se dire association musulmane, et d'autres années, elles disaient non, non, nous on n'est pas une association musulmane, on est une association sociale, caritative. Ça dépend beaucoup des rapports avec les mairies, ça dépend aussi du contexte politique qui change, et qui parfois, si on met une étiquette musulmane sur la structure, ça peut porter à préjudice. Et certains, notamment en banlieue parisienne, il y a une association qui se dit association de jeunes de quartier, ils sont tous musulmans, mais ils font tout pour ne pas montrer l'identité musulmane de la structure. Donc, l'identité ne va pas de soi. Certains même reprochent en disant pourquoi on parle d'action sociale musulmane, il faut parler simplement d'action sociale tout court. Enlever l'islam de cela. Là, on est vraiment dans une réflexion influencée par la laïcité, parce que d'un autre côté, on peut argumenter que l'islam, au sein de ses valeurs, nous pousse à l'action et à la bienfaisance envers les personnes. Donc ça fait sens de lier les deux. Après, dernier point, il y a, encore une fois, je reviens à l'introduction, il y a un clivage entre ce qu'on dit action sociale musulmane, ce qui est fait sur le terrain, et ce qui enseigne l'islam. Parfois, on est dans des logiques différentes. Pourquoi? Parce que, on revient au début, il manque des ponts entre les penseurs musulmans, même les fuqaha, même ulama, peut travailler là-dessus aujourd'hui. Mais même s'ils travaillent là-dessus, on a d'un côté l'aspect théorique, et de l'autre, on a j'aime pas le mot activiste, mais on a des personnes de terrain. Et souvent, les personnes de terrain travaillent parce qu'ils ont vu que dans le parc, il y a 30 mineurs requérants d'asile, réfugiés, qu'ils n'ont pas mangé, donc on va directement faire quelque chose pour les aider. Ce qui est très bien. Mais souvent, il manque une réflexion sur la façon de faire. Et parfois, on voit des erreurs éthiques dans le rapport au public, dans la conception des projets, et cela doit être vraiment résolu par une réflexion plus islamique, parce que si on veut agir au nom de l'islam, il faut vraiment que ça parte des principes fondateurs de l'islam. Il y a un exemple clair qui n'est pas le mien. Je l'ai pris dans un ouvrage sur une enquête sur l'action sociale musulmane en Égypte de 2019. Il y avait une scène où une femme était très engagée pour aider les pauvres. Elle disait qu'elle fait ça fi sabilillah dans l'islam. Et un jour, elle a dit à la chercheuse, elle a dit, moi ces pauvres, je m'en fiche d'eux. I don't care about them. Je m'en fous d'eux. Je fais ça pour les hasanat. Ok, donc après ça sort dans un livre, tout le monde peut lire. C'est des données, c'est ce qui se passe dans la réalité. Le problème, si on se positionne dans une réflexion islamique, est-ce qu'elle a raison de dire ça ou pas? Et là, bien sûr que non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit une parole très importante, hadith, personne n'atteindra le stade de foi, iman, tant qu'il n'aime pas pour les autres, ou pour ses frères, pardon, ce qu'il aime pour lui-même. Si on comprend ça, on doit aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. On doit vouloir donc pour les autres ce qu'on veut pour soi-même. Donc, si on comprend cet enseignement fondamental, comment on peut dire je m'en fiche des pauvres? C'est pas possible. Donc, cette parole est une parole d'ignorance. Malheureusement, on a besoin de cette éducation pour certaines personnes, peut-être pour tout le monde, ça va de soi, mais peut-être pour des gens qui vont venir dans une association, il y a des mauvaises compréhensions de l'islam où on dit je fais ça que pour les hasanat. La tradition dit oui, on fait du bien, on a des hasanat, mais ce n'est pas le motif principal, c'est un effet. Donc c'est un petit exemple qui montre qu'il y a une différence aussi entre ce que les gens font sur le terrain, même en faisant du bien en apparence, et ce que l'islam enseigne
d'où notre volonté, Inch'Allah, collective d'essayer de rassembler le côté enseignement de l'islam et le côté pratique dans la société pour avoir un impact positif, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, s'il y a des questions, ou surtout commentaires ou échanges, avec plaisir. J'espère que je n'étais pas trop long. Non, pas du tout. Alors, donc, ce que je vous propose, Inch'Allah, c'est qu'on va, donc, une petite partie de questions, de réponses, hein, donc, vous pouvez intervenir sur le développement donc, de la question, et prendre quelques questions, quelques réponses, Inch'Allah, et après on continuera le débat donc, autour de la table, Inch'Allah, donc, en dînant. Quand on essaye de voir l'état des lieux de structures associatives, de l'état des musulmans, en amont de 2005, quand vous avez commencé votre étude, on voit qu'en fin des années 80, il y a l'émergence on va dire, de la conscience des musulmans qui veulent mettre en place quelque chose. Et je ne parle pas des musulmans qui sont venus de l'aide et qui ont voulu mettre en place quelque chose. Je parle de la conscience des jeunes musulmans nés en France, qui ont pris conscience de leur identité et qui ont voulu commencer à faire un travail de terrain. Et quand on voit toute l'évolution qu'il y a eu un constat, c'est-à-dire la méconnaissance de la religion. Donc il y a une mise en place aussi de formation, de séminaires pour apprendre sa religion, mais ce n'était pas encore suffisant. D'ailleurs, les premières structures, à part Château-Chinon, les structures de centres musulmans, on va dire d'instituts musulmans, c'était en 2004. Le tout premier que j'ai connu, c'était en 2004. Donc ça a quand même ça a pris du temps. Et quand on essaye de faire on va dire un constat, on a quand même perdu beaucoup de temps. Et il y a beaucoup d'associations maintenant, beaucoup d'instituts, beaucoup de choses, mais en fin de compte, dans la réalité, on ne voit pas quelque chose de concret qui est vraiment fait. La fédération des différentes associations, structures musulmanes, mosquées, on voit bien qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un projet commun. C'est toujours le même problème. Il y en a qui sont de bonne volonté, il y en a d'autres qui ne vont pas faire un travail commun pour essayer de faire sortir quelque chose de solide. Voilà, c'était Un commentaire. C'est très. Effectivement, on partage le même constat, puis on est discuté toute la journée, puis on est discuté même l'autre fois. C'est un constat vraiment qui doit se faire. Parce que parfois, en tout cas dans les cercles que j'ai connus en France ou ailleurs, on aime bien dire le positif. On aime bien dire, Masha'Allah, il y a ça, il y a ci, il y a ça. D'ailleurs, là, entre parenthèses, avant de revenir sur l'exemple, je parle de l'islam dans les favelas au Brésil. Pareil, on voit une vidéo sur vidéo, Masha'Allah, il y a des millions de Brésiliens qui se convertissent. Celui qui ne dit pas qu'il n'y a pas des millions, il dit qu'il y en a des milliers dans les favelas. Moi, j'étais là-bas, dans les favelas de Sao Paulo. J'ai pris le bus et j'étais jusque là-bas, pour voir de mes yeux. Ils sont où les musulmans? J'ai compté, Jumu'ah, 30. Et combien sur les 30? Ok, 25 Brésiliens, Masha'Allah, 25 convertis. Je parle à tout le monde d'entre eux. Je leur dis, c'est où les mosquées dans les favelas et tout, les conversions? Ils me regardent et ils disent, il n'y a que nous. Et après, ils me disent, il y avait un groupe là-bas, mais ça n'existe plus. Je dis, ouais, mais il y a des milliers qu'on entend. Ils me disent, mais non, ça n'existe pas, ça. C'est quelqu'un qui est venu, un journaliste, il a vu 20 personnes, il a cru que c'était partout. Et malheureusement, moi j'étais comme ça avant, que j'étais plus jeune aussi. Je dis, Masha'Allah, ça marche bien, tout va bien, c'est très bien, on met tout le bien en avant. Et quand on parle des effets négatifs, souvent on nous regarde de travers. Moi, c'est ce que je fais à cause des recherches. Les gens ne sont pas contents, ils disent ouais, il ne faut pas critiquer. Le problème, c'est pas pour être pessimiste, en tout cas, non, on a l'espoir d'améliorer. Mais je pense que si on ne fait pas un constat honnête, on ne peut pas améliorer la situation. Parce qu'on vit dans un rêve, on vit dans une illusion, puis on doit commencer maintenant, on parlait de ça avec Abdel Malik, on doit commencer à faire un constat. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché.
de dire tout ce qui n'a pas marché. Et beaucoup de gens, ils ont un peu peur de ça parce qu'ils se sentent un peu, on veut cacher ce qu'on... C'est pas pour juger les gens, c'est pas nous qui jugeons. C'est juste pour comprendre ce qui n'a pas marché et pour essayer d'aller plus loin. Parce que moi, j'ai vécu en France une partie de ma vie. Quand je vois comment c'était en 2005, 2006, 2007 pour la communauté musulmane en France, puis je la compare aujourd'hui, en France c'était beaucoup mieux. Ils étaient beaucoup plus performants, il y avait beaucoup plus de... Même les mosquées, on trouvait plein de mosquées ouvertes, des petits lieux de prière, même si ce n'était pas des gros bâtiments, il y avait une vie, il y avait des cours tout le temps, il y avait une communauté, il y avait une fraternité, et on se dit, mais comment on est arrivé là? Et si on ne fait pas de constat, je pense qu'on n'arrivera pas à identifier des solutions pour remonter. Donc pour moi, oui, je partage votre constat, et je pense que c'est important de prendre le temps aussi de réfléchir là-dessus collectivement. C'est pas pour être négatif, c'est pour se dire, voilà les points qu'on a fait faux, Inch'Allah, dès demain, on va corriger ça, pour que ça avance, simplement. Moi j'ai une question, là quand je vois le titre, l'action sociale musulmane en Europe, pourquoi tu t'es limité à l'Europe seulement? Est-ce qu'on ne peut pas extrapoler, aller au-delà, par exemple le monde occidental? Est-ce que tu l'as pas fait parce que voilà, il y a des raisons? Est-ce que c'est différent? Est-ce que voilà, donc est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de certaines choses que eux ils pratiquent que l'on n'a pas? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que tu n'as pas remarqué quand même, tu as dit que voilà, bon, les activistes, ce que font les activistes par rapport à ce que dit la religion, il y a peut-être un gap. Mais comment tu peux l'expliquer? Est-ce que c'est dû au fait de l'origine des gens en fait? Certainement, tu as dû remarquer que les Marocains ne travaillent pas de la même façon que les Algériens, que les Turcs, que peut-être les Comoriens, etc. Donc est-ce que ça n'a pas vraiment une influence beaucoup plus forte qui fait que voilà, donc ils se soumettent à la tradition, à la façon de faire que ce que dit la religion? Barakallahu fik, merci beaucoup pour ces deux questions, c'est très important, je pense surtout la deuxième pour nous. Mais la première, simplement, c'est pour des questions académiques et disciplinaires, on va dire. Pour être cohérent en termes sociologiques, c'est très dur de l'étendre à des zones trop différentes parce qu'il y a tout un cadre théorique où déjà j'explique le développement historique des communautés musulmanes en Europe. Et après, ça va être très dur dans un même livre de parler d'aires géographiques différentes. Le cas qui ressemble le plus à l'Europe, c'est ce qu'on voit en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Mais aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus la communauté afro-américaine convertie, enfin les personnes converties à l'islam dans la communauté afro-américaine qui ont été engagées dans l'action sociale déjà depuis très longtemps et de manière plus importante de ce qu'on voit en Europe. Donc c'est très intéressant comme sujet, mais c'est assez dur de la comparer dans un même livre. Donc là, c'est vraiment pour des raisons méthodologiques et théoriques qui enlèveraient la crédibilité sociologique si on le mettait dans un même livre, même si ça aurait été intéressant de comparer. Mais c'est quelque chose qui, Inch'Allah, si j'ai l'occasion, ou si d'autres personnes ont l'occasion, qui devrait se faire plus tard, notamment dans le cas de l'Amérique latine, des États-Unis et du Canada. Ensuite, la question, je pense que ça c'est vraiment une très bonne question, mais je serai un peu plus critique dans ma réponse. Le problème, je pense qu'on néglige la complexité de l'action sociale et humanitaire. Et beaucoup de personnes qui sont musulmanes, elles sont sûres qu'elles comprennent qu'est-ce que c'est l'action sociale, l'action humanitaire. Pour beaucoup de gens, ça va de soi. C'est pas vraiment une profession, c'est pas vraiment une compétence, c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Dit que la faim, lui donne à manger. À ce niveau-là, basiquement, oui. Mais après, il y a beaucoup de choses très complexes dans l'accompagnement des personnes, etc. Et là, autant on voit que ces activistes, entre guillemets, qui font du bon travail, hein, malgré tout, mais autant ils ont un manque de compétences sur le côté professionnel social, dans la plupart du temps, qu'un manque de compétences aussi sur la compréhension de l'islam, parce que toute chose s'apprend. L'islam, si on ne l'étudie pas, on ne va pas en profondeur non plus, et beaucoup de personnes s'imaginent que ce qu'il y a dans l'islam, je le connais très bien. Beaucoup de gens pensent ça sans passer par une remise en question, alors que pour étudier en profondeur, on n'aura jamais fini. On peut toujours aller plus loin, et on a besoin de se remettre en question. Mais beaucoup de personnes, ils pensent, ben, moi je sais ce que l'islam me dit de faire, et bon, rien qu'hier à Marseille, je te disais tout à l'heure, dans le métro, j'ai vu quelqu'un qui parlait de mots de l'islam, qui a voulu aider une femme
Rome, ben, il a fait un bruit pas possible, puis fils là, puis moi je fais ça pour l'islam, et puis il faut pas prendre l'alcool avec ce que je vais te donner, et puis toi la petite dis bismillah avant de manger. Donc quand on voit ça, moi j'ai rien dit sur ce point-là, je savais pas quoi dire. Quand j'essaie de comprendre la personne qui a fait ça, elle croit qu'elle fait juste, elle pense qu'elle fait quelque chose de très bien. Si on observe de manière critique, on va dire attendez, ce que vous faites, c'est peut-être mieux de ne pas le faire comme ça, parce que vous allez engager d'autres problèmes. Et beaucoup de gens ont comment dire ça, l'intention qui peut être pure, mais pas forcément la connaissance des moyens de le faire. Et parfois, on peut être très blessant quand on va voir quelqu'un qui est dans la pauvreté, puis lui dire tiens, je te donne 50 €, puis en même temps, il faut que tu lises mon livre, ou que tu lises, je sais pas, la brochure, puis que tu viennes prendre des cours. Et lui, il va se dire, ces gens, je les déteste. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans le cas de la da'wah en Amérique latine, c'est beaucoup plus flagrant. Il y a des cas très positifs, où les gens travaillent très bien. Il y avait une association en Cali, en Colombie, qui allait distribuer des repas. Je disais à l'imam, moi je suis là en sociologue, pour poser des questions. Au leader du groupe, qui est imam dans la mosquée, je lui disais, pourquoi vous faites ça? C'est des Colombiens convertis à l'islam. Il me disait, on fait ça pour deux raisons. Un, parce que l'islam nous ordonne la bienfaisance, puis on est aussi humain, donc on veut pour les autres qu'ils soient bien. Et deuxième raison, quand on fait ça, on voit la misère des gens et on se rend compte de ni'ma, na'am que Dieu nous donne dans notre vie. On se rend compte de la chance qu'on a. C'est pour ça qu'on fait ça. Et je les ai suivis, j'ai vu comment ils travaillent très bien. Ils donnent des repas, c'est tout. Poliment, etc. Les gens là-bas, comme c'est Cali, c'est une zone de la Cali où il y a beaucoup de toxicomanes et sans-abri. Les gens, ils croyaient que c'était des chrétiens, ils n'ont même pas compris que c'était des musulmans. Parce que comme les musulmans sont très minoritaires, ils ont dit, ouais, que Dios les bendiga. Puis ils disaient, mais certains ils ont dit, mais de quelle église vous êtes? C'est quelle église ça? C'est pas catholique, c'est quoi? Et bon, là, ils répondaient, ils disaient, mais non, on est des musulmans, etc. Mais en général, ils ne disaient rien parce qu'ils me disaient, on ne fait pas ça pour la da'wah. On fait ça parce que le Coran, l'islam nous demande de le faire. Après, en parallèle, d'autres jours, ils peuvent avoir des activités pour la da'wah. Donc là, j'ai vu un exemple très intéressant. Par contre, j'ai vu un contre-exemple à Medellín. Ils ont fait tout un concept dans une mosquée qui a une autre approche de l'islam. Ils ont dit, notre but à nous, c'est que les gens se convertissent à l'islam. C'est la da'wah, c'est ça qu'on veut. Après, ils se sont dit, si on donne de l'argent, des repas, enfin, pas de l'argent, pardon, mais des colis alimentaires et des aides, ça va attirer les gens. Et ils ont organisé pour sortir dans les rues du quartier populaire pour donner des colis alimentaires. Et ils ont dit, quand on donne un colis alimentaire, on donne une brochure en même temps, puis on leur parle de l'islam et on leur dit, venez à la mosquée. Et quand on fait ça dans les quartiers pauvres, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont faim, ils acceptent. Et en même temps, si on parle à ces gens, ils vont se dire, mais ils se moquent de nous. Ils ne sont pas bêtes. Donc ils se disent, c'est ce que les missionnaires évangéliques ils ont fait ou ils font encore en Afrique. Et ils vont au Niger, dans un village qui est touché par la sécheresse, ils distribuent de l'argent, ils construisent une école et ils disent, venez tous à la messe. Les gens, ils savent très bien que ce n'est pas sincère ou honnête. Et ça, en termes de da'wah, ça peut faire l'effet contraire. Parce qu'ils se disent, on nous prend pour des imbéciles un peu. On nous donne un colis, mais en même temps, c'est pas parce que tu veux que je mange, c'est parce que tu as envie que je vienne. Ouais. Et après, il y a des dérives. Quand tu vas à la mosquée, tu veux te convertir, va devant la caméra, fais. Moi, j'ai vu ça, c'est pas des histoires. C'est des faits, j'ai les dates. C'est l'approche sociologique. Je ne veux pas parler dans le vide, c'est des choses que j'ai vues. Il dit, va devant la caméra. Le gars, il dit, attends, je vais prendre un kéfier, il le met autour de son épaule, il dit, tu vas réciter Shahadatin. Il lui dit, Ashhadu an la ilaha illallah. Il récite ça devant le téléphone, il enregistre, il dit, Masha'Allah, tu es musulman maintenant, si tu veux, reviens à la mosquée. Après, le gars, il est tout seul, souvent, il ne revient même pas. La personne note les statistiques dans un cahier, il envoie aux personnes qui financent, au Koweït, à l'Arabie Saoudite. Il est dit ce mois-ci, il y a eu 35 conversions. Subhanallah. Le problème, c'est la question de Nia. On oublie pourquoi on fait les choses. Puis après, il y a des choses très spéciales qui se passent.
Et encore une fois, s'il y a un savoir, on ne peut pas faire ça. S'il y a une éducation religieuse, on ne pourra pas faire des choses comme ça, parce que quelqu'un va dire c'est pas correct ce que vous faites, c'est pas ça que l'islam nous enseigne. Et c'est pas ça le sunna non plus. Donc je pense que c'est important, encore une fois, d'allier les deux. Encore une ou deux questions, donc, si vous voulez. Hein, donc, et après, on passe à table, Inch'Allah, et on continuera le débat. Salam alaikum. Au-delà du fait que je salue donc, la prestation, quelques éléments donc, qui nous invitent donc, en tout cas qui soulèvent notre curiosité quant au contenu donc, du livre. Donc la question qu'on pose sur au-delà de toutes les observations des différents voyages que vous étiez amenés donc à faire ici et là, si vous avez pu donc en tout cas identifier des similitudes donc, entre ce que l'intitulé du livre, l'action sociale musulmane, et l'action sociale donc caritative non musulmane, donc portée donc, effectivement par la structure associative donc, ici et là. Donc on sait très bien que tout à l'heure vous avez donc au-delà des trois points que vous avez soulignés, donc à savoir l'intention, donc le savoir donc effectivement qui est au centre donc, même donc, de l'action et en général donc l'action, c'est de savoir donc, que vous avez rappelé cette hadith prophétique célèbre que les actes se valent par l'intention. Est-ce que de cette observation, on a pu donc effectivement constater que la faiblesse des moyens dont on dispose, donc, quand on dit des moyens donc, à la fois humains, donc, en termes de capital humain, mais en même temps donc, aussi de capital financier, est-ce que ça impacte donc, bien entendu sur le modèle, je dirais même, donc, d'offres que présente cette association par rapport aux bénéficiaires donc, des prestations donc, caritatives sur ce sens de mon propos, s'il y a des similitudes, si vous avez senti à un moment donné que, surtout, puisque là, d'un pays à l'autre, parce qu'on sait très bien que l'organisation, je dirais, le dispositif réglementaire d'un pays à l'autre, même à l'échelle européenne, certains n'ont pas le même. Là, vous citez la Suisse, bien entendu, donc évidemment, la Suisse n'appartenant pas, donc évidemment, ou se distinguant, donc effectivement, donc, pour certains points, ce périmètre géographique. Est-ce qu'il y a des similitudes, vous avez senti donc effectivement des différences, je dirais, de traitement, donc, même si effectivement vous avez signalé que toutes ces associations n'ont aucune distinction d'origine humanitaire en fait pour les bénéficiaires des prestations. Merci beaucoup pour la question, c'est très intéressant aussi. Je vais essayer de répondre un peu court parce que je vois trois différents points dans la réponse. Tout d'abord, en grande majorité, les prestations offertes ressemblent à celles d'autres acteurs sociaux, qu'ils soient de la société civile laïque ou d'organisations chrétiennes. C'est à peu près les mêmes types de prestations qui sont offertes, donc de l'action sociale pour répondre à des situations d'urgence, l'aide matérielle, les distributions de repas, le soutien scolaire, médiation familiale parfois, prévention de la délinquance ou d'autres problématiques. Donc on rejoint un peu une action sociale locale que certains appellent aussi hors mur, qui ressemble à d'autres prestations, mais avec quand même, comme dans votre question aussi souligne ce point, avec des moyens bien sûr beaucoup moindres, qui font que souvent, à titre égal, si on les compare avec une organisation chrétienne ancienne, ils auront des avantages en termes de capital humain, mais aussi de ressources financières, et finalement on voit que leur impact risque d'être plus bas. Donc ça s'explique naturellement par un peu le manque de professionnalisme, le manque de moyens et le manque d'ancienneté. Mais face à ce désavantage, il y a aussi une plus-value, à mon avis, que l'action sociale confessionnelle en général, mais musulmane en particulier, peut amener et qui n'est pas encore très valorisée. Et cette plus-value repose sur quelque chose de beaucoup moins visible, qui a trait aux valeurs et qui a trait aussi à l'espoir et à l'inclusion des publics, au rapport des publics. Moi, avant de faire le doctorat à l'université, j'ai travaillé 6 ans comme travailleur social pour l'État, surtout en prison.
et en regardant beaucoup de mes collègues, ou en observant les institutions publiques, sociales, qui ont des millions de financements, qui ont beaucoup de moyens, l'handicap principal du dispositif d'aide que je voyais est le manque d'espoir, est une sorte de pessimisme et de même pire, parfois de nihilisme, où on se dit, de toute façon, il y aura toujours de la misère, il y aura toujours de la pauvreté, et ce qu'on fait ne va rien changer à la société. Il y a cette désespérance qui se retrouve chez beaucoup de personnes, surtout athées, qui finalement, un jour ou l'autre, après avoir travaillé 10 ans dans le travail social, se disent ce qu'on fait, ça ne sert à rien, parce qu'il y a toujours plus de pauvreté, et parfois ça va aussi de pair avec certains qui se disent en prison, par exemple, lui il est perdu, on ne peut pas l'aider, c'est un criminel qui ne va jamais changer. Par contre, la contribution d'une association fondée sur l'islam est qu'on ne peut pas avoir ce raisonnement. Parce que même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'apprend, même si c'est la fin du monde, continuer à planter un arbre. Donc il n'y a pas ce côté désespéré. Et c'est une plus-value qu'on peut retrouver chez certains acteurs qui ont intégré ces enseignements d'islam, qui peuvent avoir un rapport avec le public, les personnes précaires, beaucoup plus positif et optimiste que d'autres travailleurs sociaux blasés par la misère humaine. On a aussi ça, bien sûr. Je n'ai pas observé ce cas, mais hypothétiquement, si on travaille en prison, c'est très efficace parce que l'islam interdit de couper les portes du repentir. Donc même quelqu'un qui aurait tué 30 personnes, qui serait récidiviste 3 fois, on ne peut pas lui dire tu ne peux pas changer, c'est impossible. On n'a pas le droit de le dire en tant que musulman. Donc là, on est vraiment dans un rapport à l'autre très différent de ce qu'on voit dans les structures sécularisées, mais à mon avis qui n'est pas encore investi. Et troisième point sur ce que vous soulevez, on a beaucoup de différences par contre en termes de contexte national. En France, la plupart des associations musulmanes elles se positionnent pour montrer qu'elles aident tout le monde de manière impartiale et surtout sur une aide sociale directe. En Suisse, par contre, beaucoup d'associations musulmanes, pour des raisons stratégiques, ont commencé à investir le communautaire en se disant, nous, notre plus-value, c'est qu'on connaît les populations albanaises, turques, maghrébines, et qu'on peut faire de la médiation familiale, et qu'on peut même faire la prévention de l'extrémisme violent, radicalisation, alors que l'État ne peut pas le faire parce qu'ils ne connaissent ni l'islam, ni la langue, ni les cultures. Donc en Suisse et même en Angleterre, beaucoup d'associations se sont spécialisées dans cette approche plus communautaire, mais souvent pour des raisons de subvention. Parce qu'en faisant cela, paradoxalement, elles ont plus de subventions. En Suisse, si une association musulmane dit qu'elle fait un travail social pour tout le monde, elle va être moins efficace que Caritas ou que la Croix-Rouge. Donc elle va avoir peu de chances pour avoir des fonds. Par contre, si elle va dire que nous on spécialise dans les médiations familiales pour les couples d'origine maghrébine, là ça va intéresser les autorités de les financer pour qu'ils fassent ça spécifiquement. Parce que là il y a une plus-value. Par contre, en France, déontologiquement, il y a des contradictions avec cette approche, puis ça se fait beaucoup moins. Mais ce ne serait pas une façon de sous-traiter ces problématiques-là, justement? Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est très problématique. Et au début de l'ouvrage, je parle beaucoup de ça à titre théorique, parce que c'est ce qu'on appelle approche intra-culturelle ou intra-ethnique de l'action sociale. Ça dépasse le cas musulman. Ici, ils l'ont fait dans les quartiers populaires avec la politique des grands frères. Puis ils continuent à le faire, mais ils ne reconnaissent pas. Donc d'un côté, l'État, pour des raisons politiques et déontologiques, disent qu'il n'y a pas de communauté, qu'il n'y a que la République qui est une et unifiée. De l'autre, quand il faut engager un travailleur social pour travailler à Félix Piat, ils vont préférer engager quelqu'un d'origine maghrébine ou comorienne, par exemple. Et ça se fait ici. Ça se fait, mais ça n'est pas reconnu comme tel. C'est-à-dire que ça se fait pour des raisons pragmatiques, et en même temps, ça va contre la politique officielle. Donc, ils font aussi avec des associations musulmanes. Puis après, il y a le problème de l'instrumentalisation. Quand il y avait des émeutes en 2005, certaines mairies voulaient demander à la mosquée de calmer les jeunes à l'extérieur. Par contre, ça, ils ne font pas quand il n'y a pas un problème particulier. Donc, il y a beaucoup d'enjeux déontologiques et éthiques à ce niveau. C'est souvent problématique. Voilà, là, on va peut-être. Donc, je tiens donc à remercier Yahya pour sa contribution et
sa manière de présenter donc, une action donc, associative, une action spécifique qui concerne le comité musulman, mais qui, bien entendu, vous le savez très bien, ça peut